je l'ai en visuel. Alice Amelia Reynolds, on y va. Pourquoi je peux pas rester? Leurs parents s'en fichent? Peut-être que leurs parents les aiment pas. Faites coucou les boomers. Qu'est-ce qui se passe? Y a rien à la télé? C'est pour ça que vous êtes de sortie, hein? Karen. Oui, Karen. Je vous ai demandé de vous écarter pour que je puisse emmener ma fille mineure. Elle est assez âgée pour moi. Pas si vite. Le film commence en 2010. Les agents de la CIA Matthew et Emily se préparent pour une mission visant à infiltrer la demeure d'un terroriste européen qui organise la fête des 8 ans de son fils et à récupérer une clé ICS, un dispositif capable de contrôler certaines des infrastructures les plus critiques au monde. Sur place, Emily insiste pour que Matthew laisse son arme dans la voiture, puisqu'il s'agit d'une fête pour enfants. L'autre aussi. Bah oui. La vache, canon la caisse. Leur supérieur, Chuck, leur explique qu'ils doivent se faire passer pour des marchands d'armes français. Ah non, vous vous fichez de moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je savais bien que c'était dangereux de vous présenter. C'est évident, vous couchez ensemble. On se met juste dans la peau de nos personnages pour la mission. À l'intérieur, Emily vaporise discrètement un produit chimique sur sa main avant de saluer Gore. Lorsqu'il l'embrasse, elle enregistre secrètement son empreinte digitale, tandis que sa montre enregistre sa voix. Guidé par Chuck via la radio, le duo s'introduit dans le bureau de Gore et utilise l'empreinte et l'échantillon vocal pour déverrouiller son coffre-fort, récupérant ainsi la clé ICS. Mais l'alarme du coffre se déclenche et les gardes font irruption. Matthew et Emily les repoussent grâce à leur talent de combattants hors pair et s'échappent du bâtiment. Chuck les dirige vers un point de rendez-vous où l'agent du MI6, Baron Andrews, l'ex-petit ami d'Emily, les attend avec un jet. Chuck leur recommande de ne parler de la clé à personne. Ne parle pas de la clé à Baron. Je sais que vous vous connaissez bien, mais on ne fait confiance à personne, ok? Au hangar, Baron accueille chaleureusement Emily, mais se montre froid envers Matt, et les deux échangent des piques. Sans une pointe de jalousie, qu'est-ce qui te gêne, mon style? Non, c'est pas ton style, c'est ta personnalité, je dirais. Du style, t'en as pas. Une fois l'avion décollé, Matt propose de fêter ça avec du champagne, mais Emily refuse de boire. Sentant que quelque chose ne va pas, Matt insiste et Emily lui révèle qu'elle est enceinte, en lui montrant plusieurs tests de grossesse comme preuve. Choqué mais fou de joie, Matt lui dit qu'il veut fonder une famille avec elle et lui promet tout son soutien. Alors qu'ils commencent à partager un moment de tendresse, Emily a soudain un réflexe nauséeux et se précipite vers les toilettes. Mais le steward lui dit qu'elles sont hors service. C'est un vol de 11 heures. Je suis navré. Méfiante face à une telle affirmation sur un vol de 11 heures, Emily prévient discrètement Matt. L'agent de bord pointe alors son arme sur elle et exige la clé du système ICS. Matt détourne son attention en lançant la clé en l'air, leur donnant ainsi l'occasion de riposter. Emily désarme l'agent de bord tandis que d'autres assaillants surgissent, déclenchant une bataille acharnée. Au milieu du chaos, l'agent de bord recharge son arme, vise Emily. L'avion plonge en chute libre, hors de contrôle. Matt attache le dernier parachute à Emily, l'exhortant à se sauver et à protéger le bébé. Emily refuse de l'abandonner. Me lâche pas! Après avoir atterri sains et saufs, tous deux réfléchissent à leur avenir. Ils se rendent compte que rester agent ne leur permettra jamais d'offrir un foyer stable à leur enfant à naître. On peut pas continuer à faire ça, surtout avec un bébé en route. Comme tout le monde va supposer qu'ils sont morts dans l'accident, ils décident de disparaître et de repartir à zéro. Ça veut dire couper les ponts avec tous nos proches. Oui, ça me va, j'ai personne moi. Mais toi, t'as ta mère. Faudra aussi couper les ponts avec elle. Je sais. Ce sera facile. Alors c'est décidé, on arrête. Mais comment qu'on arrête? Chérie, je suis partant si tu l'es. Je suis partante aussi. 15 ans plus tard, Emily et Matt mènent une vie tranquille avec leurs deux enfants. Leur aîné, Alice, est rebelle et ne parle presque jamais à ses parents, tandis que leur fils cadet, Léo, est timide, un peu geek et obsédé par les gadgets. De l'encourager à mentir. Pourquoi? Vous mentez tout le temps, vous? Pardon? Qu'est-ce que t'as Quoi? dit, jeune fille? L'autre jour, je t'ai entendu parler russe avec le gars de la climatisation. Tu parles russe? Non. C'est ce qui doit lui rester de l'époque où on était volontaires dans le corps de la paix, ton père et moi. Et ceci étant dit, Kushai Zavdrak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mange ton petit-déj. Sur le chemin de l'école, Emily essaie de se rapprocher de sa fille en lui proposant de regarder un film ensemble plus tard. Mais Alice la repousse en disant qu'elle sera chez une amie pour étudier. Après avoir déposé les enfants, Emily et Matt les observent en secret à l'aide de jumelles. Elle est encore avec ce garçon. Où t'as eu ça? Sur Amazon. Oh! Ils s'embrassent. Quel gamin de 14 ans a une moustache? Alice les surprend en train d'espionner.
les appelle et exige de savoir ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous faites Euh... Attendez, c'est des jumelles ça? Vous êtes trop chelou. Je rentrerai quand j'aurai fini de réviser avec Annelise. Va vraiment falloir vous trouver une vie. Discrète. Ce soir-là, Emily se plaint que sa fille ne comprend pas ses difficultés en tant que mère. Puis elle remarque que l'ordinateur portable d'Alice s'allume sans cesse à cause des messages. Après avoir hésité, Emily essaie de jeter un coup d'œil en cachette. Elle tâtonne avec le mot de passe jusqu'à ce qu'elle décolle accidentellement un autocollant sur l'ordinateur, révélant une liste de mots de passe. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? La vache. Rien du tout. On dirait pas. Emily insiste sur le fait qu'Alice ment au sujet de ses révisions, mais Matt la met en garde contre toute tentative d'espionnage. On surveille nos enfants sans interruption. On espionnait des terroristes et des chefs de guerre, pas nos enfants. L'ignorant, elle tente le mot de passe « Maman est nulle » et parvient à accéder au compte. Là, il découvre qu'Alice a discuté d'un événement appelé Apocalypse chimique. Vous avez dit apocalypse chimique? Avec l'aide de Léo, ils apprennent qu'il s'agit d'une soirée déjantée en boîte. Inquiets, les deux parents localisent le téléphone d'Alice et la suivent jusqu'à une boîte de nuit. À l'intérieur, ils l'aperçoivent en train de faire la fête dans le carré VIP sous les lumières clignotantes. Emily fonce vers elle, l'appelle par son prénom et exige qu'elle rentre immédiatement à la maison. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, un voyou barre le passage à Alice, se moquant d'Emily et de Matt en leur disant qu'ils sont trop vieux pour être là. Faites coucou les boomers. Qu'est-ce qui se passe? Y a rien à la télé? C'est pour ça que vous êtes de sortie, hein? Matt tente de calmer le jeu, avertissant les types de ne pas chercher des ennuis. Mais quand l'un d'eux attrape la main d'Alice, Emily pète les plombs. Une bagarre éclate et Matt intervient pour la soutenir. Ensemble, ils neutralisent la bande, allant même jusqu'à jeter le chef hors de la piste. Mais alors qu'Emily et Matt reprennent leur souffle, ils se rendent compte que la bagarre a été filmée. Sans hésiter, Matt s'empare du téléphone d'un passant et supprime la vidéo. Sur le chemin du retour, Matt et Emily avouent avoir fouillé dans l'ordinateur portable d'Alice, mais ils la punissent quand même en la privant de sortie pendant longtemps. Frustrée, Alice rétorque qu'elle a hâte d'obtenir son bac en avance et de partir à la fac. Qui t'a poussé à faire ça, hein? Ces moustaches? Il s'appelle James. Elle se demande aussi comment ses parents ont pu gérer si facilement la bagarre au club. Comment vous avez appris à faire ça? On a pris 2-3 cours de taekwondo, rien de sorcier. Et tu serais surprise de tout ce qu'on peut apprendre en 2-3 cours. Plus tard, Emily se confie à Matt. Son ancienne vie lui manque et elle a de nouveau envie de vivre des aventures sur le terrain. Matt la rassure en lui rappelant qu'ils ont renoncé à tout cela pour la famille qu'ils ont fondée, puis détend l'atmosphère en échangeant quelques plaisanteries avec elle. Pendant ce temps, Alice reproche à Léo d'avoir révélé où elle se trouvait, mais celui-ci nie, même s'il se réjouit secrètement qu'elle soit punie. Le lendemain matin, leur ancien patron, Chuck, se présente à leur porte. Matt est stupéfait et lui demande comment il les a trouvés. Chuck révèle alors qu'il a vu la bagarre au club faire le buzz sur Internet. Emily l'accueille chaleureusement, mais Chuck va droit au but. C'est Baron qui était le traître et il travaille désormais avec Gore pour les traquer. S'il a pu les localiser aussi facilement, les hommes de Gore en sont certainement capables eux aussi. Mais Chuck les avertit que leur maison est compromise. Avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, un tireur d'élite là-bas et des mercenaires envahissent la maison en tirant à tout va. Heureusement, les enfants sont encore à l'école. Matt et Emily se mettent à l'abri. Mais lorsqu'ils réalisent que leurs enfants sont peut-être en danger, ils se précipitent vers le garage. Emily enfonce la porte et file à toute allure vers l'école, poursuivie par les mercenaires. En chemin, elle exige de savoir comment ils vont prouver qu'ils n'ont pas la clé. Matt finit par admettre qu'il l'a gardée en secret depuis toutes ces années. Il doit bien y avoir un moyen de prouver qu'on n'a pas la clé. C'est moi qui ai la clé. Pourquoi t'as pris la clé? Il nous fallait une assurance au cas où notre couverture serait compromise. Bon, où elle est? En Angleterre, Ok. à Foxhound. Tu l'as planquée chez ma mère? C'est toujours hyper protégé. Oui, ça, c'est parce qu'il y a un paquet de gens qui veulent la tuer. Pendant qu'ils se disputent, les mercenaires les rattrapent. Réagissant rapidement, Matt prépare une bouteille de Coca Light avec des Mentos et il la lance dans leur voiture, ce qui fait perdre le contrôle au conducteur et le fait percuter violemment un camion. Le danger immédiat écarté, le couple se précipite à l'école et récupère leurs enfants, Non mais c'est pas vrai. qui sont désorientés et inquiets face à ce qui se passe. Sans donner d'explication, Matt et Emily filent directement à l'aéroport. À l'aéroport, les enfants commencent à poser des questions. Pourquoi partent-ils soudainement en Angleterre? Et que se passe-t-il? Emily leur dit qu'ils vont rendre visite à leur grand-mère. On a une grand-mère. Mais ma mère était pas quelqu'un que je voulais dans votre vie, d'accord? C'est à peine si elle a été dans la mienne. T'as dit qu'elle était morte. Non, j'ai pas dit qu'elle était morte. Si, t'as dit qu'elle était morte. Il y a différentes façons de l'interpréter. Alice est furieuse. Elle se demande ce qu'Emily lui a caché d'autre. Dans l'avion, Emily se demande s'il est temps de dire la vérité aux enfants, mais Matt la fait taire immédiatement.
insistant pour qu'ils attendent encore quelques jours. Le lendemain, la famille arrive à Londres avec de faux passeports, passant inaperçus au contrôle et évitant les caméras. Ils prennent un bus jusqu'à un parking tranquille, où Matt aperçoit un homme qui sort d'une Jeep. Il fait signe à Emily. Alors qu'ils descendent du bus, Emily heurte l'homme, lui subtilise sa clé et la tend discrètement à Matt. Il va chercher la voiture. C'est ça notre voiture de Luke? Ouais, montez. À leur insu, l'un des hommes de Gore se trouve dans le bus et signale discrètement leur position. Pendant ce temps, Baron confirme leur réapparition grâce à la vidéosurveillance de l'aéroport. Et il ordonne une fouille complète, en demandant à son assistant de se concentrer sur les enfants, car ce sont eux le maillon faible. Dans la voiture, Matt et Emily demandent aux enfants de leur remettre leur téléphone, prétextant que c'est pour éviter les frais d'itinérance. Emily retire les cartes SIM et les casse en deux. Soudain, la voiture tombe en panne d'essence et Léo se plaint d'avoir faim. Il s'arrête dans une station-service dotée d'une supérette. Ok. Matt donne de l'argent aux enfants pour qu'ils s'achètent à manger pendant qu'il fait le plein. À l'intérieur, Léo commande un petit déjeuner anglais complet, qu'il accepte avec un dégoût manifeste. Vous auriez pas quelque chose de moins agressif pour mon cholestérol? Alice remarque les faux noms sur leur passeport. Pourquoi je m'appelle Jeffrey Baker? Elle se demande si leurs parents sont des criminels en fuite, mais Léo tente de trouver des excuses. Attends, tu peux te connecter avec ce truc? Alice l'exhorte alors à rechercher leurs parents en ligne à l'aide de sa console de jeu. Il y a un Jeffrey R. Baker né à Huntsville, mais il est mort en 1952. J'en étais sûre. Mais ça prouve rien du tout. Pendant ce temps, Matt et Emily discutent de la suite des événements, sans se douter que les hommes de main de Gore se rapprochent et appellent des renforts. Precies lite dat provopomet. Ok. Baron est également mis au courant de leur position. Soudain, Matt et Emily se rendent compte qu'ils sont encerclés. Avant que les assaillants ne passent à l'attaque, Matt met le feu au pistolet de la pompe à essence, le transformant en lance-flamme et asperge les voyous de flammes. Emily attrape un outil et se joint à lui. Les enfants regardent, sous le choc, leurs parents se battre sans crainte, neutralisant les hommes un par un. S'il vous plaît, appelez la police pour qu'elle arrête les parents. Après l'escarmouche, Matt fait monter les enfants en voiture à la hâte. Ils commencent alors à soupçonner que leurs parents sont peut-être en réalité des terroristes. Avant que Matt et Emily n'aient le temps d'expliquer, Baron passe en voiture avec ses hommes. C'est Baron. Les repérant, il ordonne une poursuite. Pour bloquer la route, Matt tire sur les chaînes d'un camion. Baron est furieux de les voir s'échapper une nouvelle fois. Bouleversés, les enfants exigent des explications. N'ayant pas d'autre choix, Matt révèle enfin qu'Emily et lui travaillaient autrefois comme espions pour la CIA. Léo est ravi. Comme Jason Bourne? Ouais, sauf que nous, on se souvient de tout. Ouais. Tu peux battre le père de Connor? Évidemment, il est vegan. Tu peux battre tous les pères de l'école? Ouais, je vais les battre, mais juste pas tous en même temps. Alice, quant à elle, admet à contre-cœur que c'est plutôt cool. Emily, cependant, les réprimande pour avoir révélé leur position en ligne. Léo avoue qu'il les a recherchés sur Google à l'aide de sa console de jeu. Matt s'en empare et la jette sur un camion qui arrive en sens inverse. Pendant ce temps, Baron inspecte la station-service avec son équipe. Ils identifient l'un des malfrats morts comme étant un homme de Gore grâce à son tatouage. L'assistant de Baron lui demande comment il savait que la famille serait là, et celui-ci admet qu'il a mis Gore sur écoute, sachant que ce dernier serait également à la recherche de la clé ICS. Le lendemain matin, Matt conduit la famille au manoir de la mère d'Emily. Il propose de s'occuper de la conversation, conscient de la tension entre Emily et sa mère. Les enfants sont émerveillés par cette immense propriété. C'est la maison de grand-mère, ça? Ouais. C'est une famille royale en fait. Alors nous aussi? Non. Emily entre à contre-cœur le mot de passe du portail. Et alors qu'ils franchissent le seuil, un coup de feu retentit. Ginny, leur grand-mère, vient d'abattre un oiseau. Les enfants la rencontrent pour la première fois, tandis qu'Emily apprend que Matt a secrètement envoyé à Ginny des photos d'eux au fil des années. Alors, on s'embrasse ou bien? Oh non. Non, je suis britannique, on ne fait pas ça. Lâche ça. D'accord. Ginny leur souhaite la bienvenue, et les enfants sont éblouis par l'intérieur somptueux du manoir. Matt veut récupérer rapidement la clé ICS et partir, mais Ginny insiste pour qu'il reste prendre un verre. Comme le temps presse, Matt demande à Nigel de faire visiter les lieux aux enfants, pendant qu'Emily et lui discutent avec Ginny. Pendant ce temps, Baron suit la trace de la console de jeu de Léo pour se rendre compte que c'est une impasse. Avec l'aide de son assistant, il réduit la localisation de la famille à un rayon de 5 miles, et il découvre le manoir de Ginny. Comme Ginny est une agente légendaire du MI6, Baron explique qu'ils auront besoin d'une autorisation spéciale pour fouiller son domaine. Il accède à ses informations personnelles et apprend qu'Emily est sa fille, mais il le cache à son assistant. Baron passe un coup de fil en secret, laissant entendre qu'il a son propre plan.
À l'étage, Nigel montre aux enfants sa collection de gadgets, se vantant de ses compétences en programmation pour les impressionner. Alice n'est pas impressionnée et s'en va, tandis que Léo remarque la bague de suivi de santé de Nigel et la compare à la sienne. En bas, Matt explique à Ginny qu'il a caché la clé de l'ICS dans son enceinte et qu'il a besoin qu'elle la lui rende. Elle s'emporte, furieuse qu'ils aient fait venir le danger jusqu'à sa porte. Une dispute houleuse éclate entre la mère et la fille. Emily accuse Ginny d'être égoïste et d'être une mauvaise mère, jurant de ne pas élever ses enfants de la même manière. Ginny riposte en affirmant que, quoi que fassent les parents, les adolescents leur en voudront toujours. Ça fait partie du passage à l'âge adulte. Toute ma vie, j'ai fait en sorte de ne pas être comme toi. D'être la mère que tu n'as jamais été. Aimante, stable. Ta fille te déteste. Tu as tout abandonné pour elle et elle te déteste quand même. Emily se rend compte qu'il y a du vrai dans les paroles de Ginny. Ayant surpris leur conversation, Alice comprend enfin tout ce que sa mère a dû sacrifier pour elle. Emily et Matt s'éclipsent pour chercher la clé, tandis que Ginny profite de ce moment de calme pour se rapprocher d'Alice. Elle admet avoir consacré sa vie au travail et négligé sa fille. Alice la rassure en lui disant qu'elle n'en veut pas à sa mère. Et Ginny sourit, affirmant qu'un enfant ne peut jamais vraiment haïr ses parents. Soudain, un convoi de miliciens armés prend d'assaut le manoir. Ils font sauter les grilles et s'infiltrent dans l'enceinte. Sans se douter de rien, Matt conduit Emily dans la cave à vin abandonnée, où il a caché la clé ICS il y a des années. Là, il la trouve, ainsi qu'une lettre que Matt avait écrite 15 ans plus tôt. Dans celle-ci, il implore le pardon d'Emily, expliquant qu'il avait pris la clé pour protéger leur famille. Tu trouves toujours les mots justes. Ces paroles la touchent profondément, mais ce moment est interrompu par le vrombissement des pales d'un hélicoptère au-dessus de leur tête. Réalisant que le manoir est assiégé, ils se précipitent à l'intérieur par une entrée latérale. Ils trouvent Ginny et Nigel ligotés, puis elle et Matt se précipitent à la recherche des enfants. Dans le hall principal, ils tombent dans une embuscade tendue par des mercenaires qui retiennent Léo et Alice en otage. En infériorité numérique, Emily et Matt se rendent. Pour la sécurité des enfants, Matt avoue qu'il a la clé ICS et propose de l'échanger. C'est alors qu'un visage familier apparaît, Chuck. À leur grande horreur, il est vivant. Il révèle que Baron n'a jamais été corrompu. Son rôle de mauvais flic n'était qu'une ruse pour les isoler. C'est Chuck qui a orchestré tout cela. Le sang et la blessure par balle qu'Emily et Matt ont vue n'étaient qu'une mise en scène. Après leur disparition dans l'accident d'avion, l'agence l'a accusé, ce qui lui a coûté sa carrière et l'a laissé sans rien. À présent, il veut se venger et récupérer la clé. Chuck s'empare de la clé, demande à son hacker de vérifier qu'elle fonctionne. Pendant ce temps, les gardes qui viennent voir Ginny pensent qu'elle est toujours ligotée. Elle saisit l'occasion et les neutralise silencieusement à l'aide d'un pistolet tranquillisant. Mais lorsque d'autres mercenaires font irruption, elle les affronte au corps à corps. Emily et Matt profitent de cette diversion pour passer à l'action, désarmant les mercenaires en un clin d'œil. Mais les hommes de Chuck continuent de pointer leurs armes sur les enfants, et Chuck ordonne qu'ils soient pris en otage. Quelques instants plus tard, ils se réveillent et découvrent que Ginny est avec eux. Mais il est déjà trop tard. Les enfants ont été emmenés par hélicoptère. Ils se précipitent pour consulter les images de vidéosurveillance, mais la distance les empêche de voir le numéro d'immatriculation de l'hélicoptère. C'est alors que Matt remarque que Léo fait un signe de pouce levé à la caméra. Il comprend soudain que le garçon désignait sa bague connectée. Ils utilisent le GPS pour localiser Léo et découvrent qu'il se trouve dans un musée d'art moderne. Cette nuit-là, le couple enfile sa tenue d'intervention et se précipite vers le musée. La sécurité étant renforcée, ils se débarrassent de leurs armes et se faufilent à l'intérieur. Pendant ce temps, Chuck s'apprête à mettre aux enchères la clé ICS, après que Gore a refusé de le payer pour l'avoir récupérée. Se sentant trahi, Gore envoie ses hommes la récupérer. Chuck conduit ses acheteurs sur le toit et ordonne à son hacker de prouver la puissance de la clé en coupant l'ensemble du réseau électrique de Londres. En quelques secondes, la ville plonge dans l'obscurité, y compris le musée. En voyant que Chuck exhibe la clé, Fais une démo de la clé. Donc il a dû choisir la meilleure vue. Matt et Emily en déduisent qu'il doit se trouver sur le toit, d'où il bénéficie du meilleur point de vue. Il repère les hommes de Gore qui entrent dans un ascenseur et s'y glissent avec eux. Sur le toit, Chuck se vante avec suffisance des capacités de la clé. Il ordonne à son hacker d'ouvrir la barrière de la Tamise, une écluse normalement contrôlée uniquement par la marine. Monsieur, il faut que vous voyez ça. Pendant ce temps, Matt et Emily atteignent le dernier étage mais se font barrer la route par des gardes armés, ce qui les oblige à se livrer à un combat acharné. Alors que les acheteurs s'émerveillent devant la puissance de la clé, la guerre des enchères monte en flèche, jusqu'à ce qu'elle soit vendue pour 250 millions de dollars. Après que le couple a vaincu les gardes, Baron fait irruption avec ses hommes.
Il admet qu'il sait que Chuck est le véritable cerveau de l'opération et propose de faire équipe avec le couple pour l'arrêter. Ensemble, ils font irruption lors de la vente aux enchères de Chuck. Chuck prend la fuite et Matt et Emily se lancent à sa poursuite tandis que les hommes de Baron affrontent les mercenaires. Chuck ordonne à son équipe d'emmener les enfants sur un bateau pendant qu'il s'enfuit avec eux. Alors que le couple se rapproche, ils sont soudainement arrêtés par les hommes de Gore qui exigent la clé. Puis, la mire d'un tireur d'élite apparaît sur le visage d'un des hommes. C'est Ginny. N'ayant pas le choix, les hommes de Gore se rendent. Matt et Emily s'emparent des motos des mercenaires et reprennent leur poursuite, tandis que Chuck s'enfuit à toute vitesse en bateau avec les enfants. L'équipe de renfort de Gore se lance à leur poursuite à moto, forçant le couple à se séparer. Matt parvient habilement à semer ses poursuivants, tandis qu'Emily neutralise les siens et détourne un hors-bord. Amène-toi, je te réceptionne. Matt la rejoint et ensemble, ils se rapprochent de Chuck. Pendant ce temps, Chuck ordonne à sa hackeuse d'abandonner son poste et de le rejoindre avec la clé. Mais Nigel la repère alors qu'elle s'enfuit. Refusant de rester les bras croisés, il percute son camion avec sa voiture, l'assommant sur le coup. Il récupère la clé et fait son rapport à Ginny. Elle le presse de désactiver la barrière, mais comme il a menti en prétendant s'y connaître en programmation, il panique et appuie sur des boutons au hasard, ce qui ne fait afficher que des messages d'erreur. Au même moment, Matt et Emily rattrapent Chuck et sautent sur son bateau. Il repousse ces hommes en les jetant à l'eau. Sous la pression du couple et de Ginny, Nigel finit par suivre son instinct, appuie sur un bouton et la barrière commence à se refermer. Conscient du danger, Matt et Emily enfilent des gilets de sauvetage aux enfants et les jettent à l'eau pour les mettre en sécurité. Ils affrontent ensuite Chuck directement, lui assénant de violents coups avant de sauter eux-mêmes du bateau. Le bateau de Chuck percute la barrière et explose dans un brasier. La crise prend enfin fin et la famille est enfin en sécurité. Matt félicite Léo pour son courage, tandis qu'Emily serre Alice très fort dans ses bras, soulagée que sa fille soit saine et sauve. Peu après, Ginny arrive et Emily l'embrasse, mettant de côté leurs différents passés. De retour aux États-Unis, la famille, accompagnée de Ginny et Nigel, assiste au match de foot d'Alice. Tout le monde observe avec suspense Alice s'avancer pour tirer un penalty. Elle marque et la foule explose de joie, tandis que sa famille se précipite sur le terrain pour l'acclamer.